Bonjour, bienvenue dans la série sur l'intrication. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique? La mécanique quantique, c'est une théorie physique très mathématisée qui décrit les particules les plus petites, telles que les particules élémentaires, les particules atomiques, comme l'électron, particule qui conduit le courant électrique dans les fils conducteurs, les photons qui composent la lumière, les ondes radio, etc., les protons qui sont au cœur des atomes. La théorie décrit aussi les atomes ou des objets très petits comme les molécules. Elle décrit leurs propriétés, leurs comportements, leurs interactions, etc. À cette échelle extrêmement petite, les comportements des particules ou des atomes sont très différents de ce que décrit la physique classique. La physique classique étant la physique qui décrit les phénomènes à notre échelle, c'est la physique de la vie au quotidien. Comme le fait que pousser sur une chaise la fait bouger, etc. Bon, ça c'est la physique du quotidien. À l'échelle atomique, c'est parfois très différent. Les comportements sont même parfois très étranges et déroutants, ce qui rend la théorie parfois fort difficile, parce que l'intuition issue de la vie au quotidien ne s'y applique pas ou très mal. Alors considérons un système physique quelconque. Par exemple, une particule. Dans un certain état physique. Donc elle a un certain état, et nous noterons cet état comme alpha. Donc comme une petite flèche, une barre alpha, un signe supérieur, comme une flèche. Ça traduit l'état de la particule. Le alpha peut être une lettre, un chiffre, toutes sortes de choses, qui décrit l'état, ou qui résume cet état, ou qui en montre un aspect essentiel pour le problème considéré. Un aspect de cette particule, de ce système quantique, d'un objet décrit par la physique quantique. Par exemple, une particule qui est à une position précise que nous noterons x, sera simplement notée comme étant dans l'état x, qui veut dire elle est à la position x. Une particule qui a une vitesse donnée, bien précise, sera notée avec l'état v. Elle a une vitesse v bien précise. Notons que pour une particule atomique, on n'a jamais un état tel que xv, c'est-à-dire une position précise avec une vitesse précise. C'est une curiosité de la physique quantique, et le fait qu'elle ne peut pas avoir à la fois une position et une vitesse précise est interdit par ce qu'on appelle les incertitudes de Heisenberg. Le principe d'incertitude de Heisenberg. C'est donc plus compliqué pour décrire une particule que pour décrire une voiture qui est à une position précise, avec une vitesse précise. Ce n'est pas le cas des particules. Mais heureusement, cet aspect un peu bizarre et compliqué ne nous concerne pas ici. C'est pas mal de le savoir, mais nous n'aurons pas besoin de nous compliquer la vie avec ces subtilités. Nous en aurons d'autres et c'est déjà bien assez. Une particule peut aussi être à deux endroits à la fois. Alors ça, c'est totalement non classique. C'est un aspect très étrange. C'est un phénomène d'ubiquité. Un objet tel qu'une chaise est toujours à un endroit précis et pas à deux endroits à la fois. Eh bien, les particules, si. On notera par exemple l'état comme x1 plus x2 pour signifier qu'elle est à la fois en x1 et en x2, en deux positions. Cette possibilité s'appelle le principe de superposition. Si on a un état possible A et un état possible B, alors l'état A plus B est également possible.
Notons qu'on a déjà ça en physique classique, mais pas avec des objets concrets, solides, comme des boules de bowling, des chaises ou des voitures ou des humains. On a ça avec les ondes. Les ondes, c'est comme les vagues, ou les ondes sonores, les vibrations qui se propagent. Et une vague peut être une bosse à un endroit précis, elle peut aussi être une bosse à un autre endroit, et elle peut être les deux à la fois. On peut avoir deux bosses dans la vague. Le principe de superposition est exactement celui-là. Ce principe traduit donc le fait que les particules quantiques, comme les électrons, les protons, les photons, ont deux caractéristiques importantes. D'une part, elles ont un comportement corpusculaire, c'est-à-dire qu'elles sont unes et entières. Elles sont insécables. Sans les détruire, on peut briser un atome, mais une fois qu'il est brisé, ce n'est plus un atome. Donc, elles sont, tant qu'elles gardent leur identité, elles sont insécables. La deuxième caractéristique, c'est qu'elles ont effectivement un comportement ondulatoire, comme les vagues, comme le son, ou comme les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, c'est la lumière, les ondes radio, et donc d'ailleurs les photons. Supposons que dans cet état, dans cet étrange état, je mesure la position de la particule. J'utilise pour cela un appareil, un dispositif qui va me donner cette position, un appareil très précis et très fiable. On a ce genre de dispositif. Je vais alors trouver la particule en x1 ou en x2, à une des deux positions. Toujours une des deux, x1 ou x2. Jamais les deux à la fois. Jamais les deux en même temps. Cela traduit en fait qu'elles sont unes et entières et insécables. C'est leur comportement corpusculaire. Et si je la trouve, par exemple, en x1, je mesure, oh, elle est en x1. Dans ce cas-là, son état est altéré, son état physique est altéré, et il devient, suite à cette mesure, il devient x1. x1 tout court. Parce qu'on sait que la particule est en x1, on vient de le mesurer. On sait qu'elle est là avec certitude. Donc l'état est modifié. Ce phénomène est appelé, sous l'influence de la mesure, la réduction de l'état. Il passe de ceci à ceci. Il se réduit. On parle aussi, dans la littérature, dans les vidéos, de la réduction du vecteur d'état. Parce que, pour des raisons techniques, en fait, ceci est un vecteur d'un espace vectoriel, ça c'est des maths. On parle aussi de la réduction de la fonction d'onde. Parce que on peut représenter ce genre d'état à l'aide d'une fonction appelée fonction d'onde. Nous n'en avons pas besoin ici. Donc, ça veut dire que la mécanique quantique est intrinsèquement aléatoire. Parce que quand j'ai cet état-là, je ne peux pas dire à l'avance si la particule va être en x1 ou en x2. Je vais le mesurer et j'ai une chance sur deux de la trouver là, une chance sur deux de la trouver là. Donc, ce caractère aléatoire est partie prenante, intrinsèque à la mécanique quantique. Comptons bien à ça, parce que c'est très important et nous l'utiliserons. Revenons un peu aux ondes. Avant de nous rebrancher sur la physique quantique, puisque les particules ont des comportements ondulatoires, il est intéressant d'en savoir un peu plus sur les ondes. Les ondes, on les représente souvent sous une forme d'une ligne ondulée qui progresse, comme des vagues sur l'eau, ou des ondes sonores, qui sont des vibrations de l'air, ou les ondes électromagnétiques, de la lumière, ou des ondes radio. Lorsque deux ondes se rencontrent, elles vont se superposer. Par exemple, si c'est des vagues, l'eau présente dans une plus ou moins grande hauteur de la vague, elles vont s'ajouter. La quantité d'eau va s'ajouter.
Et donc, si on a deux ondes comme ça qui se rencontrent, il y a plusieurs possibilités. Elles peuvent très bien être parfaitement en accord. Dans ce cas-là, là où il y a beaucoup d'eau, on a encore plus d'eau, puisque les deux vagues s'ajoutent. Et là où il y a un creux, on a encore plus de creux, parce que les deux vagues s'ajoutent. Et donc on va avoir une vague encore plus forte. On parle d'interférence. Interférence constructive. C'est le terme. On parle aussi d'ondes qui sont en phase. Parce que le décalage de l'onde est appelé la phase et qu'elles sont ensemble. Elles sont en phase. Une autre possibilité, c'est que nos deux ondes soient comme ceci, opposées l'une à l'autre. Quand une bosse de la vague rencontre le creux de l'autre vague, l'eau comble le trou. Et inversement, le creux rencontre une bosse. Et dans ce cas-là, la somme des deux va donner une absence de vague ou à peine marquée. On parle alors d'interférence destructive ou d'ondes en opposition de phase, puisque l'une monte quand l'autre descend, et vice-versa. On a bien sûr tous les cas intermédiaires, avec des décalages intermédiaires, etc. Ce genre de phénomène est facile à observer avec des vagues. On va y revenir dans un instant. Alors, il y a une expérience historique extrêmement importante dans les raisonnements sur la physique quantique, qui est l'expérience de Young. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Young? Young, il a voulu faire des expériences d'interférence, comme celle-là. Cette expérience est d'ailleurs ancienne. Elle date du 19e siècle, et elle utilisait de la lumière. Et ce, à une époque où on ne parlait pas de mécanique quantique, même pas un peu. Ce n'était que de la physique classique. C'était les ondes, comme les vagues. Et il a fait l'expérience suivante. Il part d'un dispositif avec une lampe et qui crée de la lumière qui se disperse après un trou. Puis il prend une autre paroi avec deux trous. Les ondes lumineuses sortent et elles vont se recombiner en arrivant sur un écran. C'est le principe de l'expérience de Young, qui peut se faire avec de la lumière, qui peut se faire avec du son, qui peut se faire avec des particules, comme des électrons, toutes sortes de choses. Ce qu'on observe alors sur la paroi, ce sont ce qu'on appelle des franges ou des figures d'interférence. C'est-à-dire qu'à certains endroits, la lumière sera intense, en formant des raies, et entre les deux, des zones sombres. Pourquoi est-ce qu'on a ça? La raison est très simple. Pour arriver à un point donné, les vagues venant des deux trous, ou les ondes venant des deux trous, suivent des chemins de longueur différentes. Si la longueur est identique, on va avoir cette situation-là, constructive. Si la longueur est différente, on va avoir un décalage entre les deux ondes, parce qu'il y en a une qui arrive un peu en retard sur l'autre. Et comme lorsqu'on décale d'une bosse et d'un creux complet, on retrouve la situation constructive, en décalant complètement, on retrouve des bosses qui se superposent. On a alors de manière alternée des zones où c'est comme ça, constructif, et des zones où c'est comme ça, destructif. Ce genre de figure est extrêmement caractéristique des ondes. Ça permet même de mesurer toutes sortes de choses. Ça permet de mesurer la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre les bosses de notre onde. Parce que les décalages de phase dépendent des distances,
et donc des longueurs d'onde. J'ai même fait effectuer cette expérience avec un laser. C'est un peu plus moderne qu'à l'époque de Young, bien sûr. On prend un laser, et en sortie du laser, on prend une diapositive couverte de noir de fumée, opaque, et on fait 2 fins traits avec une lame de rasoir. Ce sont nos 2 fentes, 2 fins traits très proches. La lumière passe à travers les deux, et on projette ça simplement dans une pièce sombre sur un mur, situé quand même à 5 ou 6 mètres, à une certaine distance. Et on observe, en regardant de près, la lumière projetée sur le mur, on observe cette figure. À l'époque, cette expérience fut considérée comme très importante, particulièrement décisive. Il y avait débat sur la lumière. Était-elle formée de petits corpuscules, comme des petits grains, ou était-elle formée d'ondes, comme les vagues? Plusieurs idées penchaient l'un en une en faveur de l'autre. Les travaux de Newton et l'opinion de beaucoup de physiciens penchaient vers une lumière corpusculaire, mais plusieurs éléments commençaient à s'accumuler en faveur d'une théorie ondulatoire. Et cette expérience fut considérée comme décisive. La lumière se comporte comme une onde. Notons que c'est très facile à faire comme expérience, même sans laser, etc. Il vous suffit d'aller à la mer. Vous prenez un endroit avec des petites vagues, ou sur un lac. Vous construisez une petite digue, et avec une digue, vous faites 2 ouvertures dans la digue, et les vagues rentrent, s'ajoutent, et sur une petite plage de sable, elles viennent mourir en s'additionnant, et vous avez une telle figure d'interférence. C'est très facile à observer avec des vagues. C'est même très simple. C'est plus compliqué avec la lumière parce que la longueur d'onde de la lumière est fort petite. Et il faut une lumière avec une longueur d'onde bien précise. D'où l'usage d'une lampe au mercure ou un laser. Voilà. Alors, nous continuerons dans la prochaine vidéo et nous utiliserons ça pour, en revenant à la physique quantique, en revenant aux particules, nous utiliserons cette expérience pour illustrer les propriétés des particules. Je vous remercie.